Mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite la plus chaleureuse des bienvenues au Palais de la Présidence de la République pour cette conférence de presse qui s'inscrit dans notre volonté constante de transparence, de pédagogie républicaine et d'information régulière sur les grandes orientations politiques, économiques et sociales impulsées par le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Depuis le 30 août 2023, et plus encore depuis son investiture le 3 mai 2025, le chef de l'État a pris des décisions fortes, audacieuses et tout aussi assumées. Elles répondent à un impératif, celui de reconstruire notre nation sur des bases plus justes, plus solides, plus souveraines. Il ne s'agit pas simplement de gouverner autrement. Il s'agit de repenser le fonctionnement de l'État, de redonner du sens à l'action publique et de replacer l'intérêt général au cœur de chaque décision. C'est aussi là l'esprit de cette conférence de presse. Partager, expliquer, rendre compte. De manière à permettre ainsi à chacun de nos concitoyens, à travers vous, d'avoir une lecture claire, sincère et complète de ce que le président de la République entreprend. Nous allons donc aborder ensemble une série de décisions et d'actions majeures, engagées au cours des dernières semaines et regroupées en deux grands axes, à savoir d'une part l'agenda diplomatique du chef de l'État et d'autre part quelques sujets de l'actualité nationale. Pour engager le premier de ces deux axes, il convient de revenir sur la visite d'État effectuée par le président de la République le 4 juin 2025 à Malabo, en Guinée équatoriale. Cette visite d'État intervient dans un contexte particulier, consécutif à la décision de la Cour internationale de justice, CIJ, en date du 19 mai 2025, au sujet du différend frontalier relatif aux îles Mbagné, Cocotier et Konga. Abordant cette question, le président de la République, son Excellence M. Brice Clotaire Oligui Nguema, et son homologue équato-guinéen, son Excellence M. Teodoro Obiang Nguema Mbazogo, ont tous deux réaffirmé les liens profonds qui lient les deux pays et qui les engagent à construire ensemble, fraternellement, une solution concertée qui préserve la souveraineté et les intérêts stratégiques de chaque partie. C'est le sens et la mission donnée au comité d'experts bilatéral mis en place à cet effet. Par ailleurs, ce déplacement a permis de poser les bases d'une coopération renouvelée entre les deux républiques sœurs et concrétisée par la signature de plusieurs accords sectoriels majeurs. En matière de santé, pour favoriser l'échange d'expertise hospitalière et la mobilité du personnel médical. En matière de sport et de culture, afin de promouvoir la co-organisation d'événements et la valorisation de nos patrimoines respectifs. Et en matière de défense, avec la planification de manœuvres militaires conjointes et des échanges de savoir-faire entre nos forces armées. Ce grand moment diplomatique n'est pas anodin. Il reflète une orientation claire de notre politique étrangère et trace les contours d'une diplomatie de paix, de coopération et de responsabilité fondée non sur l'opposition, mais sur l'interdépendance. D'une diplomatie qui cherche à apaiser plutôt qu'à enflammer, à construire plutôt qu'à diviser. Le Gabon tourne ainsi la page des contentieux figés pour ouvrir celle des partenariats durables et équilibrés. Il s'agit là d'une démarche forte et profondément gabonaise, car elle place la paix, l'intégration régionale et l'unité africaine au cœur de notre action internationale. Dans le prolongement de son séjour en terre équato-guinéenne, le chef de l'État a pris part à la 26e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, tenue à Sipopo. Ce grand rendez-vous, placé sous le thème « Consolider les acquis de la réforme de la CEAC pour accélérer l'intégration régionale », a été l'occasion indiquée
pour marquer le repositionnement diplomatique de notre pays dans la région par l'affirmation de sa ferme volonté de contribuer activement à la mise en œuvre des réformes institutionnelles et à l'adoption de textes dans des domaines clés tels que la sécurité maritime, l'économie bleue, l'action humanitaire et l'intégration juridique. Comme cela a été exprimé par le président de la République lui-même, je cite, « L'Afrique centrale ne peut être spectatrice de sa propre transformation ». Fin de citation. Cette transformation, le Gabon entend la porter et l'incarner mieux que par le passé. Toujours sur le plan diplomatique, en date du 4 juin 2025, le président de la République a instruit le gouvernement, et plus particulièrement la ministre de la Mer, de la Pêche et de l'Économie bleue, de procéder à la suspension de l'accord de partenariat de pêche durable, APPD, entre le Gabon et l'Union européenne. Cette décision repose sur 3 constats majeurs. D'abord, un accord économiquement déséquilibré. En effet, des navires européens prélèvent du poisson de nos eaux en échange d'une compensation financière annuelle, mais cette compensation est largement inférieure à la valeur réelle des captures. En clair, le Gabon donne beaucoup, mais le Gabon reçoit peu, trop peu. De plus, les produits de la pêche sont exportés sans transformation locale et donc sans création d'emplois ni structuration de filières. Aucun impact structurant sur notre économie, en ce sens que les promesses d'appui à la modernisation du secteur halieutique gabonais n'ont à ce jour pas produit de résultats probants. Et enfin, une inquiétude croissante sur la durabilité de nos ressources, l'accord n'ayant pas permis de garantir un suivi scientifique rigoureux des stocks et un contrôle transparent des prélèvements, faisant peser un risque réel de surexploitation. C'est pourquoi notre pays a notifié à l'Union européenne la suspension immédiate de cet accord. Cela ne signifie pas une fermeture, mais traduit davantage l'expression d'une volonté ferme de renégocier un partenariat plus juste, plus équitable, plus souverain. Le temps est venu de reprendre la maîtrise de nos ressources, de défendre notre souveraineté économique et de bâtir des partenariats où le Gabon est traité avec dignité. Abordons à présent le deuxième axe de cette conférence de presse portant sur l'actualité nationale. Nous ne saurions ne pas évoquer la situation de la Société d'eau et d'énergie du Gabon, SEEG. Cette situation est connue. Délestages nombreux, coupures d'eau récurrentes, qualité du service fortement détériorée. Comme vous le savez, l'entreprise est récemment sortie de son administration provisoire, laquelle avait été mise en place pour stabiliser une situation critique et faire la lumière sur l'ensemble de ces dysfonctionnements accumulés pendant des décennies et qui constituent un lourd héritage appelant des mesures fortes qui s'inscrivent sur le court, le moyen et le long terme. La dite période d'administration provisoire avait ainsi permis de définir un plan d'investissement de près de 1 000 milliards de francs CFA, avec pour objectif, entre autres, de réhabiliter les centrales, moderniser les réseaux de distribution, installer des compteurs intelligents et améliorer la desserte dans les zones rurales et urbaines. Des audits internes ont été menés par ailleurs afin de détecter les fraudes, corriger les dérives de gestion, réduire les pertes techniques et commerciales. Les premiers résultats sont visibles. Dans plusieurs quartiers du Grand Libreville, les délestages ont tendance à diminuer. La nouvelle équipe dirigeante, installée le 3 juin à 6 mois pour relever les défis de la refondation de la gouvernance de l'entreprise, de la préparation de la séparation organisationnelle des volets eau et électricité, de l'assainissement financier, de la mise en œuvre de réformes sociales et managériales, de la transparence des contrats et du déploiement d'un plan d'investissement indispensable à une fourniture fiable et équitable
de l'eau et de l'électricité sur l'ensemble du territoire national. Mesdames et messieurs, depuis le début du mandat présidentiel en cours, 2 sessions du Conseil des ministres ont été présidées par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Ces sessions ont permis l'adoption de plusieurs mesures importantes et nous pouvons retenir, parmi ces mesures, entre autres, l'interdiction de l'exportation du manganèse brut à l'horizon 2029, qui marque une rupture claire avec le modèle économique extractiviste hérité du passé. Il ne s'agit plus simplement de céder nos ressources à l'État brut, mais de bâtir des chaînes de valeur locales, créatrices d'emplois et de richesses pour les Gabonais. La matérialisation de cette mesure suppose le renforcement de nos capacités industrielles et la mise en œuvre d'une politique de formation adaptée à nos besoins réels. L'interdiction de l'importation du poulet de chair à l'horizon 2027, une mesure qui vise à redonner toute sa place à la filière avicole nationale et à renforcer notre sécurité alimentaire. Toute chose qui suppose la réhabilitation des élevages existants, la création de centres d'élevage modernes, la formation de jeunes agriculteurs et le véritable développement d'un marché gabonais du poulet sain, accessible et compétitif. La mise en place d'une centrale d'achat publique afin de lutter plus efficacement contre la vie chère. La création de 5 fonds stratégiques, instruments de planification, qui vont permettre de soutenir les efforts de croissance engagés par le gouvernement de la République sous la supervision du président de la République, chef de l'État. Et enfin, l'adoption du projet de loi sur les partis politiques qui consacre l'assainissement du jeu démocratique, la responsabilisation des partis et la préparation d'un avenir politique fondé sur l'éthique, la représentativité, la reddition des comptes et, in fine, la satisfaction de l'intérêt général. L'ensemble de ces mesures importantes ne saurait se concrétiser sans l'implémentation d'une nouvelle dynamique d'action gouvernementale. C'est tout le sens de la circulaire présidentielle communiquée au gouvernement de la République en date du 8 mai 2025. Elle instaure une gouvernance fondée sur la rigueur, la transparence et l'efficacité, rompant avec les pratiques du passé. Elle impose à chaque membre de l'équipe gouvernementale une obligation de résultats concrets, exigeant célérité, professionnalisme et travail collégial. L'éthique devient une exigence cardinale, avec pour principal et principe fondateur la probité, le respect de l'intérêt général et l'exemplarité des dirigeants. L'organisation de l'exécutif est recentrée autour de la présidence de la République, seule détentrice de l'orientation stratégique, tandis que les ministères sont tenus d'adopter une structuration normalisée, garantissant la performance et la lisibilité de l'action publique. Le fonctionnement des instances gouvernementales est désormais strictement encadré, toute décision devant être préparée avec rigueur et justifiée par un dossier concret. À cela s'ajoute une culture de la redevabilité, marquée par des rapports réguliers de suivi des projets, l'évaluation trimestrielle des actions et la publication d'un rapport annuel de performance. Enfin, la discipline, la méthode et l'exemplarité constituent les fondements de la nouvelle ère administrative ainsi définie, où seuls les résultats comptent, dans une logique de transformation réelle de l'action publique. Enfin, concernant l'opération d'aménagement de la zone dite de derrière l'Assemblée, en vue de la construction du boulevard de la Transition, d'une cité administrative et de l'aménagement du bassin versant Sainte-Marie à Ondo. Il convient de rappeler que ces projets répondent à des impératifs de modernisation urbaine, de lutte contre les inondations récurrentes à Libreville et de fluidification de la circulation dans la capitale. Nous voulons rassurer les Gabonaises et les Gabonais. Les projets sus-indiqués
ne vise en aucun cas à punir. Il vise plutôt à construire un cadre de vie digne et moderne pour tous. Le président de la République est sensible aux réactions diverses observées au niveau de l'opinion. Il suit très attentivement ce dossier et les services compétents sont à l'œuvre pour faire en sorte que les droits légitimes des compatriotes impactés soient pris en compte tout au long du processus en cours. Mesdames et messieurs, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, poursuit avec détermination sa mission de refondation nationale. Chaque mesure prise s'inscrit dans une vision claire. Il s'agit de rendre au peuple gabonais la dignité, la souveraineté, la justice et l'espérance. Je suis à présent à votre disposition pour répondre à vos questions. Je vous remercie. Quelle est la politique de relogement menée par l'exécutif et où sont exactement situés les logements dont on parle sur les réseaux? D'aucuns s'interrogent également sur le silence du chef de l'État face à cette situation. Est-ce à vous de prendre la parole pour rassurer les Gabonais ou pourrait-il lui-même le faire? La dernière question sera en lien avec la société d'eau et d'énergie. Plusieurs audits et enquêtes ont été menés durant plusieurs mois. Quels sont les résultats de ces audits? Merci. Je vais peut-être commencer par répondre aux premières questions posées. Sur la question du réaménagement de la zone indiquée, donc de la zone dite de derrière l'Assemblée. Ce qu'il faut dire, c'est que, en réalité, il n'y a pas de silence du président de la République. L'État est organisé, l'État a plusieurs membres. Le président de la République, comme je vous l'ai annoncé, suit de très près cette actualité. Vous êtes de la presse, il ne vous aura pas échappé que jusqu'à hier, il a accordé des audiences qui vont dans le sens de réunir autour de lui et de permettre que l'ensemble des acteurs concernés directement ou indirectement par cette question puissent se prononcer de manière à ce que des décisions éclairées soient prises. Donc il n'y a pas de silence, il y a une action. Il ne s'agit pas pour la présidence de la République, qui est la première institution de ce pays, et dont la vocation est de trancher et de procéder parfois à des arbitrages quand cela s'impose. Il n'est pas dans la vocation de la présidence de la République, et encore moins de la personne du chef de l'État, de faire de la propagande autour de cette question, ou de communiquer à tout va. Le président de la République communiquera à propos le moment venu. En attendant, il reçoit, il consulte, et le moment venu, il décidera sur les différents aspects et les différents détails de cette question. Au cours de l'audience qui a été couverte hier par les médias nationaux, il a été indiqué que tout le nécessaire soit fait pour que l'impact de l'opération de réaménagement en cours soit le plus léger possible sur les populations directement impactées. Cela a été annoncé. Je note par ailleurs que le gouvernement de la République est à l'œuvre. Le gouvernement de la République se constitue d'un certain nombre d'entités, de départements qui sont concernés par cette question de réaménagement de la zone dite de derrière l'Assemblée. Ils font leur travail, le président en attend les conclusions. Lorsque je dis qu'il suit de près, au-delà de la situation sociale qui s'observe au niveau de cette zone, il y a aussi l'action des acteurs concernés par la question. Le moment venu, nous donnerons beaucoup plus de détails sur les éléments en rapport avec la situation de nos compatriotes, mais le président de la République l'a dit lui-même, aucun droit légitime des Gabonaises et des Gabonais, et j'insiste sur le mot légitime, aucun droit légitime ne sera bafoué, et ceux de nos compatriotes qui ont été impactés seront relogés. Cela a été annoncé, nous reviendrons vers vous ultérieurement pour donner le détail de cette stratégie, qui est en réalité une stratégie qui sera exécutée par le sectoriel. Les ministères sont là, les membres du gouvernement, je pense, depuis le début de cette opération, sont disponibles pour expliquer l'intérêt de ce projet, pour en expliquer les implications, pour expliquer aussi que nous avons enregistré des retards inacceptables, en réalité, sur le réaménagement de cet espace. Des retards inacceptables parce que cette zone, il est de notoriété publique depuis plus de 40 ans qu'elle est une zone réservée par l'État pour le déploiement de projets d'infrastructures. Ces projets ont été présentés. Pendant des décennies, les administrations précédentes ont entretenu, en réalité, une certaine forme de laxisme et d'incapacité à mettre en œuvre rapidement et concrètement les projets.
Aujourd'hui, la donne a changé. Il faut mettre en œuvre les projets. Un mandat présidentiel, c'est 7 ans, mais c'est très court. Il faut donc engager très rapidement des réformes, mettre en œuvre des projets de manière à ce que les Gabonais reçoivent ce qu'ils ont demandé par l'élection massive, je dirais même le plébiscite du chef de l'État lors de l'élection présidentielle du mois d'avril dernier. Pour le relogement, comme je vous l'ai indiqué, les dossiers sont sur la table du président de la République, le sectoriel fera son travail. Il y a des bâtisses qui sont disponibles, les entreprises chargées ou les agences chargées de la question ont indiqué qu'il y a une disponibilité, mais on ne reloge pas dans le désordre. Il faut étudier la question. Il y a plusieurs catégories de populations, en réalité, dans les populations impactées par le projet. Il y a ceux qui, pour certaines zones du moins, disposent de documentation légale, c'est une catégorie. Il y a ceux qui se sont installés sur ces zones-là sans aucune documentation et qui, par l'habitude, se sont sédentarisés, c'est une autre catégorie. Il faut tenir compte de toutes ces subtilités-là avant que de déployer une politique de relogement qui soit sérieuse. Il faut faire les choses sérieusement, et c'est justement parce que c'est peut-être ce qui nous a manqué pendant des décennies que nous avons affaire à la situation que nous décrions tous aujourd'hui. Je le rappelle, le président de la République est humain. Nous sommes tous des Gabonais. Donc nous sommes tous sensibles à la question. D'autres zones, éventuellement, pourraient être concernées demain après-demain. Mais dans ce cas-là, les choses sont faites sur la base des textes de loi qui consacrent, d'une part, la légitimité de l'État à disposer de cet espace, puisque pour la principale zone concernée de derrière l'Assemblée, l'État dispose d'un titre foncier qui est détenu par la Caisse de dépôt et de consignation, CDC. Voilà. Donc le nécessaire sera fait en temps voulu, d'autres décisions seront annoncées en temps voulu, une fois que ce travail de catégorisation et de clarification aura été fait pour permettre que le relogement se fasse dans des circonstances claires, dépourvues de toute opacité. Alors, sur la question des audits de la SEG, je vous rappelais que l'entreprise est sortie d'une période d'administration provisoire, mais elle a été à la base placée sous administration provisoire pour faire un diagnostic clair de la situation de l'entreprise, aussi bien sur le plan structurel que sur le plan opérationnel. Il a été annoncé, et cela depuis le projet de société du candidat de l'époque, aujourd'hui président de la République en exercice, que la question de l'accès universel à l'eau et à l'électricité était prioritaire. Cela définit d'ailleurs le pilier numéro 1 de ce projet de société. Il était annoncé aussi qu'il va s'opérer une scission entre les volets eau et électricité pour rationaliser la fourniture de ce service public essentiel et qui pose beaucoup de difficultés aux ménages gabonais depuis des décennies. Ces audits ont permis, entre autres choses, et là ça a encore été annoncé, de déterminer un plan d'investissement. Il y a un plan d'investissement qui a été mis en place. Les audits ont permis de constater, par exemple, que sur plus de 2000 employés de cette entreprise, on a 70% de ces effectifs qui sont des administratifs. Est-ce que cette situation organise les conditions d'une résolution du problème de la SEG de manière effective? Il y a aussi la question de la dette. Et justement, si vous vous intéressez aux éléments, aux objectifs fixés à la nouvelle équipe dirigeante récemment installée au sortir de la période d'administration provisoire, vous verrez qu'ils ont 6 mois pour relever un certain nombre de défis qui répondent là encore à la structuration de la SEG et à ses capacités opérationnelles et fonctionnelles. Donc le diagnostic a été fait, maintenant il faudra passer à l'action. L'État et le président de la République continuera de suivre de manière très rigoureuse, les développements qui seront implémentés par cette équipe dirigeante qui, de bout en bout, devra rendre compte pour que les Gabonaises et les Gabonais sachent clairement ce qui est entrepris pour régler définitivement cette question de l'eau et de l'électricité dans notre pays. Dimitri Abourneur, Gabon 24. Sur la question du différend qui oppose le Gabon à la Guinée équatoriale, une commission mixte a été mise en place. Quelle est la mission confiée finalement aux ambassadeurs gabonais? Est-ce qu'ils vont là-bas pour aller déterminer ensemble avec leurs homologues équato-guinéens la frontière maritime entre les deux pays, ou bien vont-ils là-bas pour aller négocier un partage de production en ce qui concerne les ressources qui sont annoncées du côté de l'île Mbagné? Je vais répondre à votre question en commençant par la fin.
D'abord, sur l'exploitation éventuelle des ressources auxquelles vous faites allusion, il convient de dire que ces ressources sont hypothétiques. Il ne me semble pas qu'il y ait eu une étude sérieuse qui définisse clairement qu'autour de Mbagné, il y ait en quantité suffisante ou raisonnable des ressources. Et je crois comprendre que vous faites référence à l'éventualité de la disponibilité de ressources pétrolières dans les eaux autour de Mbagné. Pour l'instant, il n'en est rien. Nous ne pouvons pas nous prononcer sur du vent, nous nous prononçons sur du factuel. Il n'a pas été établi qu'il y a des ressources autour de Mbagné, ou de cocotiers, ou de conga. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous demandez quelle est la mission des ambassadeurs du Gabon qui prendront donc part au comité mixte et bilatéral qui devra donc régler fraternellement cette question. Revenons un peu à la décision de la Cour internationale de justice qui a consacré la souveraineté sur les îles de Mbagné, Cocotier et Conga, qu'il a attribuée à la République sœur de Guinée équatoriale et qui a renvoyé en réalité les deux parties à la gestion de la question de la délimitation de la frontière, notamment pour ce qui est des frontières terrestres. Parce que cette décision prise sur le cas de Mbagné, Cocotier et Conga est une décision qui a des incidences sur la frontière terrestre. L'objet de la mise en place de cette commission, de ce comité mixte d'experts bilatéral, vise simplement, conformément aux instructions des deux chefs d'État, de trouver un modus operandi et un modus vivendi pour déterminer comment est-ce que cette question va être réglée. Je note par ailleurs que des questions similaires ont pu faire couler beaucoup d'encre, de salive, de larmes et de sang dans d'autres contrées du continent africain. Ce ne sera pas le cas pour ce qui est de la Guinée équatoriale et du Gabon, parce qu'il y a une volonté conjointe de régler pacifiquement, fraternellement, le différend. Il faut dire que ce comité d'experts bilatéral va réunir un ensemble de compétences, parce que voyez-vous, sur ce genre de différend, ce ne sont pas seulement les juristes qui sont concernés. Il y aura des juristes, il peut y avoir des géographes, et tout autre champ de compétences intéressés directement ou indirectement par la question de la délimitation des frontières. Donc ce comité mixte bilatéral se mettra à l'œuvre pour permettre aux chefs d'État de décider en dernier ressort de la solution qui sera apportée sur ce différend. À ce stade, nous ne pouvons pas vous dire quelle sera l'orientation de cette décision, puisque le comité ne s'est pas déjà déployé. Le comité travaillera, le Gabon aura ses représentants, la Guinée équatoriale aussi, les deux parties feront valoir leurs arguments, mais quelle que soit la nature et l'orientation de ces arguments, il y a une volonté de régler pacifiquement le différend, de manière à ce que chaque pays conserve et entretienne sa souveraineté territoriale et ménage ses intérêts stratégiques dans une région d'Afrique centrale qui est tout aussi stratégique d'un point de vue économique, sécuritaire et politique. Guy Aseko-Lomo de Radio Gabon. Alors, lors du communiqué final du, je crois, l'avant-dernier Conseil des ministres, on annonçait l'ouverture d'une centrale d'achat pour aider les Gabonais à soulager le portefeuille des Gabonais. Alors, la question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est de savoir, nous avons l'impression que chaque jour, les prix augmentent sur le marché. On nous a emmené une mercuriale, nous avons subventionné, l'État a subventionné certains produits de première nécessité. Alors, la question est celle-ci. Quelle serait la spécificité justement de cette nouvelle décision lorsque nous savons que lorsqu'il faut alléger le panier de la ménagère, l'État subventionne? Alors l'État subventionne, mais la subvention ne peut pas être une mesure pérenne et définitive, voyez-vous. Vous avez raison de dire que le coût de la vie a tendance à augmenter. Le poids de la vie pèse de plus en plus sur le portefeuille des Gabonaises et des Gabonais. Vous avez évoqué la mercuriale. Il faut savoir que sur la question de la vie chère, les mesures qui sont mises en œuvre doivent l'être sur le court, le moyen et le long terme. Il y a même des mesures transitoires. La mercuriale ne peut être une mesure définitive. La mercuriale vient répondre à une situation d'urgence parce que face à la détresse de nos compatriotes, il n'y a pas de temps à perdre. Donc la mercuriale peut tenir lieu de mesures d'urgence. Mais au-delà de la mercuriale,
et pour parler concrètement de cette centrale d'achat, qui vient compléter en fait l'arsenal des mesures déployées par l'État pour contenir cette question de la vie chère et la régler avec des mesures de long terme qui impliquent en fait de booster notre tissu économique et d'accentuer la production locale d'un certain nombre de produits de manière à ce qu'ils puissent répondre aux besoins de la consommation locale. Mais pour ce qui est de la centrale d'achat, qui complète l'arsenal des autres mesures prises, ce qu'il faut comprendre, c'est peut-être le fonctionnement de ce qu'est une centrale d'achat pour ceux de nos compatriotes qui ne sont pas forcément familiers de ces questions. Il s'agit de mettre en place une structure publique qui, en regroupant les achats de plusieurs entreprises qui seront invitées à y souscrire, en regroupant ces achats, aura des facilités en termes de négociation des prix. Ce qui fait que le coût final de ces prix-là, lorsque répercutés sur le consommateur gabonais, seront allégés. Ce poids donc sera allégé et les Gabonaises et les Gabonais pourront accéder à certains produits de première nécessité plus facilement. Deuxième point, c'est que l'un des objectifs aussi de la centrale d'achat, c'est d'anticiper la question des pénuries et de la difficulté de l'acheminement de certains produits sur l'ensemble du territoire national. Une centrale d'achat permet de constituer des stocks stratégiques beaucoup plus importants qu'une entreprise lambda. Donc en concentrant ou en constituant des stocks stratégiques importants, on anticipe la question des pénuries. Et vous savez, on n'a pas besoin d'être doctorant en économie pour comprendre que la rareté du bien définissant la valeur du bien sur le marché, eh bien qu'en constituant des stocks, en anticipant les pénuries, on se donne la capacité, la possibilité de maîtriser un peu mieux, un peu plus, la fluctuation des prix auxquels vous et moi achetons des produits de première nécessité sur le marché. Au-delà de cette question de la centrale d'achat, il y a une dynamique générale. Il est question de transformer notre économie. On a pris l'exemple du manganèse, on a pris l'exemple du poulet de chair, pour ce qui est de l'échéance de 2027. Il y a d'autres mesures qui complètent ce dispositif général qui vise une seule chose, de permettre à ce qu'on produise un peu plus de produits consommés localement par des entreprises qui sont implantées sur notre territoire et qui sont des entreprises tout aussi locales. C'est cela l'intérêt. L'inflation qu'on observe parfois sur certains produits n'est pas toujours une inflation qui est due aux performances économiques nationales. C'est aussi une inflation qui est souvent importée, comme l'a très justement indiqué le ministre d'État en charge de l'économie. C'est une inflation qui est importée en ce sens qu'elle s'applique à des produits que nous ne produisons pas sur place et qui, du fait des dynamiques macroéconomiques, ont un coût final qui pèse sur le consommateur gabonais et qu'il faut juguler au mieux. Et la Ve République se veut de l'impunité, impunité zéro. Et le Gabon a suspendu l'accord de pêche avec lui. Ça veut dire que le Gabon était largement perdant dans cet accord. Il y a sûrement eu des gens qui ont signé cet accord. D'autre part, par rapport au déguerpissement de l'Assemblée, il y a eu l'État a dédommagé des gens et ces gens-là ont revendu. Est-ce que les poursuites seront faites au niveau de tous ces gens qui ont signé des papiers par-ci par-là au détriment du Gabon? Sur la question du réaménagement de la zone dite de derrière l'Assemblée, je vous ai indiqué qu'il y a plusieurs populations et plusieurs profils de compatriotes impactés par la mesure. Vous soulignez là la situation, vous relevez la situation d'une portion particulière de la population impactée, c'est-à-dire ceux qui ont bénéficié d'indemnisation, pour certains une fois, pour d'autres 2 fois, pour d'autres encore 3 fois, comme cela a été indiqué par des membres du gouvernement sur les différents plateaux télévisés. Mais sur ce cas-là, l'intérêt de faire la lumière et de prendre le temps de la décision, parce que le temps de la présidence de la République, malheureusement, et peut-être même aussi heureusement, dans un certain sens, ce n'est pas le temps des médias. Il faut prendre le temps de concevoir les décisions. Il faut prendre le temps d'étudier tous les aspects de la question. C'est pour ça que le président de la République reçoit. C'est pour ça qu'il écoute. C'est pour ça qu'il consulte. Ceux de nos compatriotes qui auraient fait preuve de mauvaise foi et qui, bien qu'ayant été indemnisés, n'auraient pas libéré les espaces parce que les cas sont nombreux. Il y en a même qui se sont vus attribuer des espaces de construction et qui les ont revendus
pour améliorer les habitations qu'ils occupaient dans la zone concernée. Donc c'est des cas qu'il faut regarder. De la même manière qu'il faut s'intéresser aux cas éventuels de ceux qui n'auraient pas été indemnisés, eh bien ces cas-là, de ceux de nos compatriotes qui ont été indemnisés et qui ont fait preuve de mauvaise foi, ben ces cas-là seront étudiés et chacun sera mis devant ses responsabilités. L'État assume son action, l'État est ferme sur sa volonté de transformer le quotidien des Gabonaises et des Gabonais, en commençant par cette zone, puisque c'est de celle-là dont nous parlons. C'est une volonté ferme, le projet se fera. Les situations particulières vont être étudiées. Il faut tenir compte aussi de l'impact difficile. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des Gabonais. De l'impact difficile de cette situation sur certains de nos compatriotes. Mais par contre, la lumière sera faite, chacun sera placé devant ses responsabilités et chacun devra assumer. Alors, monsieur le conseiller, où se trouvent Ali Bongo, Sylvia Bongo et Nourdine Bongo? Merci. Ce que je puis vous dire, parce que c'est ce qui est intéressant en réalité, c'est la décision de justice. Pour ce qui est de la décision de justice, le procureur de la République s'est prononcé. Pour les détails, il faudra vous adresser au procureur de la République qui pourra vous situer davantage sur les éléments de la procédure concernant donc les personnalités que vous avez citées. Le ministre de l'Habitat n'a reçu le fichier des personnes indemnisées que plusieurs jours après les démolitions. Est-ce à dire que la puissance publique a engagé des démarches de démolition sans disposer de toutes les informations nécessaires, préalables, nécessaires à cette opération qui impacte des centaines de familles? Et également dans la prise en charge de ses compatriotes, beaucoup déplorent le manque de réactivité de l'État dans les premières heures ou les premiers jours de l'opération. Et qu'en est-il, par exemple, des enfants qui passent des examens scolaires? Car l'opération intervient à une période où les enfants sont en train de passer les examens. Et sur un tout autre plan, si vous permettez, sur la SEJ. Récemment, l'État a encore engagé une enquête pour déterminer les responsabilités dans les sabotages qui ont été indiqués. Sauf qu'en février, on avait eu une déjà. Qu'en est-il des résultats de ces enquêtes? Merci. Alors, sur la question de la SEG, vous notez très justement que des enquêtes ont été diligentées sur la question des sabotages. S'il y a enquête, c'est qu'il y a des organes qui mènent les enquêtes. Une enquête, ça prend du temps. Nous ne sommes pas dans le temps médiatique. Nous ne sommes même pas dans le temps de la présidence de la République. Il s'agit d'une enquête qui va être menée de façon libre, indépendante et qui rendra ses conclusions le moment venu et qui déterminera les responsabilités des uns et des autres. Il s'agit d'un phénomène qui n'est pas nouveau, qui n'est pas inédit. Il y a eu, par le passé, des actes de sabotage sur certains points du réseau de distribution. Par le passé, de tels actes ont été documentés, avérés. On attend les conclusions de l'enquête. N'allons pas plus vite que la musique. L'enquête rendra ses conclusions. Et sur cette base-là, des décisions seront prises et les responsabilités seront situées. Maintenant, pour ce qui est de l'opération de réaménagement de la zone dite de derrière l'Assemblée, vous parlez du fichier des personnes indemnisées. En réalité, il y a un fichier global et plusieurs sous-fichiers, si je puis m'exprimer en ces termes, puisqu'il y a plusieurs acteurs qui sont intervenus sur les différentes zones à différentes périodes. Certaines des maisons déguerpies ont été, ou du moins ont fait l'objet d'un marquage multiple, avec différentes dates. Certaines maisons avaient 2, 3, voire 4 marquages, avec, là encore, différentes dates prévues de démolition. Mais parce que, par le passé, il y a eu une incapacité à déployer rapidement les projets, eh bien, les gens se sont habitués à ce que l'État marque, mais ne vienne pas démolir. Un petit détail, avec un rapport indirect quand même avec votre question, c'est qu'il y a eu une information permanente et constante sur la question. Pas plus tard qu'en avril 2024, et c'est bien que vous êtes de Gabon Media Time, votre média a couvert la présentation du projet au président de la transition de l'époque. Vous avez couvert cette actualité. Et vos journalistes ont indiqué, très justement, que
sur cette zone, eh bien, les équipes étaient à pied d'œuvre pour sensibiliser et informer les populations sur l'imminence des opérations de démolition. Donc, l'information était là. Les populations ont été indemnisées. S'il y a eu des cas de compatriotes qui seraient passés entre les mailles du filet, l'État prendra ses responsabilités. Mais l'État ne prendra ses responsabilités que sur la base de fichiers clairs, sur la base de résultats clairs de l'ensemble des consultations qui sont menées par le président de la République et qui vont se poursuivre. C'est une actualité tellement sensible qu'il nous faut prendre le temps de décortiquer tout cela, de décortiquer aussi ce qui se passe parfois dans la contradiction des uns et des autres au niveau de l'opinion. Tout le monde se prononce sur cette question. Qui en a le fin mot en réalité? Il est important de consulter, d'écouter, de traiter l'information avant que de décider. La situation est complexe. Le nombre de compatriotes indemnisés sera indiqué le moment voulu, et peut-être même qu'une documentation sera mise à la disposition de la presse et de toute l'opinion nationale, peut-être, concernant les cas de ces compatriotes qui ont été indemnisés. Et comme je vous le disais précédemment, s'il y a des cas de personnes qui ont été indemnisées plusieurs fois et qui n'ont pas pris leur disposition pour que l'État puisse faire son travail dans la zone indiquée, cela aussi se sera su. Il y a une exigence de clarté sur cette affaire. Nous n'irons pas plus vite que la musique. Pour ceux de nos compatriotes durement impactés et qui auraient des enfants en période d'examen, des mesures ont été annoncées par le chef de l'État. Pas plus tard qu'hier, il a été réaffirmé que des mesures seront prises dans le sens de ménager ceux de nos compatriotes impactés par la situation, à condition qu'il y ait effectivement une base légale qui justifie d'une gestion peut-être un peu floue de leur cas particulier. La lumière sera faite, le président de la République agira, et ces décisions seront annoncées, commentées par vos soins et relayées aux Gabonaises et aux Gabonais. L'État a hérité d'un ensemble de désordres sur cette opération en particulier. Ces désordres, il est question de les régler. Je vous l'ai dit, 7 ans, ça passe très vite. Brice Clotaire Oligui Nguema a fait le pari de donner des résultats probants de sa volonté de transformer ce pays avant l'écoulement du mandat en cours. C'est l'engagement qui a été pris, c'est pour ça qu'il a été élu, et c'est pour ça que je vous redis que les projets seront mis en œuvre partout où ils devront être mis en œuvre. Et ils seront mis en œuvre rapidement. Maintenant, pour ce qui est de l'impact sur nos populations, la puissance publique saura faire le tri, saura faire la lumière sur les situations particulières et saura apporter des réponses fermes dans un sens comme dans un autre. Monsieur le porte-parole, vous avez parlé de l'importation du poulet. Tous ces produits exportés rendent malade la population. Et si l'État prend l'engagement de suspendre cette exportation, est-ce que ce n'est pas en quelque sorte le médecin après la mort? Je vous remercie. Il y a une continuité dans la vie économique d'une nation. D'abord, c'est la suspension, l'interdiction de l'importation du poulet de chair. L'interdiction de l'importation du poulet de chair à l'horizon 2027, au 1er janvier 2027. Ce qui est intéressant, c'est que cette mesure n'est pas d'application immédiate. On a défini un délai. Si on a défini un délai, c'est pour la simple et bonne raison qu'il faut organiser le tissu économique gabonais pour pouvoir mettre en œuvre une telle mesure qui va mettre à contribution les entrepreneurs gabonais pour produire du poulet gabonais destiné à la consommation des Gabonaises et des Gabonais. C'est cela l'orientation de cette mesure. Pour ce qui est de l'Agence gabonaise pour la sécurité alimentaire, donc la GAZA, elle fait son travail, mais je ne vois pas très bien le lien entre les missions de la GAZA et cette mesure d'interdiction de l'importation du poulet de chair à l'horizon 2027. Les missions de la GAZA sur le volet alimentaire s'appliquent au poulet de chair, mais s'appliquent aussi à toute une série de produits qui font l'objet de la consommation de nos compatriotes. Donc la GAZA va poursuivre ses missions comme cela se doit, conformément à ces textes. Et puis, le poulet de chair produit au Gabon à l'horizon 2027 fera l'objet aussi de contrôles
en termes de qualité. Il faut que ce soit un poulet sain, il faut que ce soit un poulet compétitif, comme cela a été indiqué dans le propos liminaire. Et donc, sur ce poulet de chair made in Gabon, à l'horizon 2027, la GAZA aussi pourra se déployer pour procéder au contrôle qui rentre dans le cadre de ses missions. Bon, maintenant, pour ce qui est du médecin après la mort, je vous disais, la vie économique d'un pays, elle est dynamique. Justement, il est question de prendre aujourd'hui des mesures qu'on aurait pu prendre avant. Il est question d'autonomiser les Gabonais, il est question de faire en sorte que les Gabonaises et des Gabonais se réapproprient des pans entiers de notre économie. Nous devons produire ce que nous consommons. Pour plus de 500 milliards de francs CFA, nous importons des denrées alimentaires. Ce n'est pas une situation qui a été créée au début de la transition ou au début du mandat du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. C'est une situation qui est entretenue depuis des décennies. Mais il faut du courage maintenant pour prendre des décisions qui s'imposent et faire en sorte que nous nous réapproprions des pans de notre économie. Au-delà de ce qui a pu être fait, parce qu'en fin de compte, tout cela participe de la même logique, au-delà de ce qui a pu être fait en matière de pétrole, par exemple, avec la reprise d'Assala, au-delà de ce qui est prévu sur la question du manganèse, ressource stratégique, à l'horizon 2029, au-delà de toutes ces questions-là, il faut identifier dans cette dynamique-là une logique de souveraineté, une logique aussi de fierté nationale, une logique qui vise à dire aux Gabonaises et aux Gabonais, pendant longtemps on a eu un modèle économique qui a plus profité parfois aux autres qu'à nous-mêmes. Maintenant, il est question de se retrousser les manches, de se mettre au travail, de s'approprier des pans entiers de notre économie et de faire en sorte que nous puissions un peu plus que par le passé consommer ce que nous produisons nous-mêmes. J'espère avoir répondu à l'ensemble de vos questions. Pour ceux qui le souhaitent, je reste disponible en off pour discuter avec les uns et les autres. Je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour prendre part à cette conférence de presse inaugurale du porte-parole de la présidence de la République. Merci.